Bon, pour pas prendre trop de retard sur le planning, on va démarrer. Alors déjà, bonjour, merci à tous d'être présents. Donc je me présente, je suis Florent Gauthier de la société, Hamilton. Donc Hamilton, une ESN créée en janvier 2012, experte sur le digital avec, plusieurs pôles de compétences, en développement web, mobile, data, IA, design et MOA. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est expert dans la transformation digitale des entreprises qu'on va accompagner. On est présent sur 8 agences en France, et je vous laisse découvrir nos valeurs clés et les chiffres clés avec 400 collaborateurs et 27 millions de chiffre d'affaires. Pour cette présentation, je vais prendre un cas d'étude. Alors, j'ai pas été très original, j'ai pris un bailleur social. Donc un bailleur social qui possède plusieurs applications métiers dans son SI. Voilà, on en découvre quelques-unes. Ces différentes applications vont communiquer entre elles, enfin, quand c'est le cas. Certaines ne communiquent pas. Les données sont un petit peu éparpillées de partout et il y a des tâches récurrentes qui sont faites tous les mois manuellement par les employés de ce bailleur social. On va prendre un exemple de tâche pour ce cas d'étude, donc la relance impayée. Donc ça démarre dès la génération des factures avec la partie location, donc le prix de la location justement pour le client. On va récupérer les données également de consommation d'eau et les éventuelles interventions qui ont été faites. Déjà, il y a une étape de vérification des paiements bancaires et un envoi de courrier de relance. Donc toutes ces étapes sont faites de façon manuelle grâce à un super outil qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, le fichier Excel. Donc déjà, la première erreur, parce qu'on a vu, c'était dans le titre de la conférence qu'il y avait 5 erreurs à éviter. La première erreur, c'est de ne pas cartographier ces applications et ces datas. La première question à se poser, c'est combien y a-t-il d'applications dans mon système d'information? Donc là, on voit qu'on en a un certain nombre. À quoi sert chaque application? Est-ce qu'il n'y a pas des doublons? On voit qu'il y a un logiciel d'envoi postal, un logiciel de recouvrement. On se dit que potentiellement, on pourrait avoir un seul outil qui fait les deux. Quelles sont les applications qui communiquent entre elles? Est-ce qu'elles communiquent bien? Donc là, on le voit justement dans la cartographie. Où sont stockées les données? Et pour cet exemple, on va regarder justement l'information sur l'identifiant unique du client. Et on va voir en fait que ces données, elles ne sont pas forcément identiques dans toutes les applications. Donc dans le RP, on va retrouver l'identifiant 69. Le siège est à Lyon, c'est pour ça. On voit que dans le logiciel de GMAO, il est légèrement différent. Dans le logiciel d'envoi postal, encore plus. Et dans le logiciel de consommation d'eau, là, il a une valeur totalement différente. Et il y a toujours le fichier Excel. La deuxième erreur à éviter, c'est de créer des connexions directes entre les applications. Donc là, on se retrouve avec le même schéma. Ce développement justement direct, il prend du temps et il est souvent fait manuellement et avec des technologies qui sont peu ou pas adaptées. Donc c'est vite le bazar. Remplacer une application, on le voit, ça devient vraiment un projet d'entreprise qui vont impacter tous les services et toutes les applications. Donc on reprend l'exemple d'un nouveau logiciel de recouvrement version 2 qui va permettre le remplacement du logiciel de recouvrement et du logiciel d'envoi postal. Et là, on se rend compte en fait que le RP et le logiciel de consommation d'eau sont impactés parce qu'ils se connectaient directement aux deux précédents logiciels. Donc le nouveau logiciel va devoir se connecter avec toutes les applications du SI. Et le fichier Excel est toujours là. Il est devenu encore plus fort parce que pendant cette période de migration, on se repose exclusivement sur lui. Quelle est la solution donc, pour permettre ce changement d'outil? C'est le bus de données. Donc le bus de données, qu'est-ce qu'il permet? En fait, il permet de plus d'avoir d'interconnexion directe entre les applications. Il permet de remplacer facilement une application ou la mettre à jour. Il permet également de mettre à jour les données. On prend l'exemple souvent d'un client qui va avoir un numéro de téléphone. Cette donnée numéro de téléphone pour un client, vous allez l'avoir sur plusieurs applications. Si le client change son numéro de téléphone, vous allez la mettre à jour, potentiellement à un seul endroit, et vous allez vous retrouver avec plusieurs numéros de téléphone différents sans savoir quelle est la bonne donnée. Ça permet également d'avoir une centralisation des données. Donc là, on retrouve justement ce que ça donne. Donc on voit qu'aucune application ne va communiquer directement avec une autre. On va systématiquement passer par un bus de données via ce qu'on appelle un contrat d'interface. Donc le bus, il a vraiment ce rôle de garde aiguillage de la donnée et de traducteur. Il va se connecter via différentes solutions aux outils. Ça peut être des applications qui communiquent naturellement avec des API, avec des web services. Ça peut être des bases de données assez anciennes comme de la S400. On l'a sur ICOS et on arrive quand même à récupérer les données. Et ça peut être également des fichiers Excel ou des fichiers CSV déposés sur des SFTP. Et Excel, il est toujours là. Par contre, il est beaucoup moins important qu'avant. Il y a plusieurs technologies qui existent pour réaliser des bus de données. Vous avez des technologies comme Talend, WSO2, la suite SQL Server, Azure Data Factory. Quand on accompagne une entreprise, on vient faire une analyse de son parc et de sa stratégie data et SI à long terme pour sélectionner l'outil qui sera le plus adapté.
La troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas superviser ses jobs métiers. Donc on va reprendre justement notre objectif qui est d'automatiser les relances pour impayés. On va reprendre justement notre schéma de bus. On va mettre en place ce job qui va le permettre de le faire vraiment toute la chaîne de manière automatique. Le premier mois, ça marche pas. Ça reste de l'informatique, il y a toujours des aléas. Heureusement, c'était une version bêta. On avait quand même conservé le fonctionnement manuel en backup pour s'assurer que les relances impayées soient bien envoyées. Le deuxième mois, ça fonctionne. C'est super. Et le dixième mois, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'entre-temps, le RP était mis à jour, le logiciel de GMAO également, et les logiciels bancaires aussi. Quelle est la solution? La solution, c'est de superviser tous les traitements des jobs. Donc, chaque étape qu'on va avoir sur un job métier va être analysée et on va avoir les alertes qui vont remonter automatiquement aux utilisateurs métiers pour qu'ils puissent intervenir et faire les corrections nécessaires. Pour ça, il y a plusieurs outils qui existent, que ce soit Grafana, Kibana, Directus. On peut rajouter en plus de l'alerting via email. Et il y a toujours fichier Excel, c'est important. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas créer un entrepôt de données propre, consolidé et dédié à la BI. L'objectif numéro 2 qu'on va avoir, maintenant qu'on a son flux qui fonctionne bien et qui permet d'automatiser les relances impayées, on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des impayés, quel est le volume d'impayés, est-ce qu'il y a des variations au cours de l'année pour faire des anticipations potentiellement de trésorerie. Quelle est la solution? Alors, la solution, c'est un outil de supervision. Oui, en effet. Est-ce que l'outil de supervision doit directement utiliser le job métier? Non, c'est une très mauvaise idée. Le job métier ne doit pas être utilisé justement pour ça. Et est-ce que la consolidation des données doit se faire directement dans l'outil de supervision? Non plus. Alors, qu'est-ce que c'est la consolidation des données? Vous avez un ensemble de data assez conséquent. Pour l'afficher sur un tableau de bord, vous allez devoir sûrement faire des calculs, la croiser avec d'autres données, peut-être faire des moyennes, faire du nettoyage. Ça, ce n'est pas le rôle justement de l'outil de BI. La vraie solution, c'est d'avoir un entrepôt de données dédié à cette partie BI, avec des données qui sont directement consolidées, qui sont ce qu'on appelle intelligentes et intelligibles, et qui permettent aux utilisateurs de pouvoir piocher dedans et faire eux-mêmes leur propre tableau de bord avec des camemberts, des graphes ou des seuils à ne pas atteindre. Et on branche directement un outil de supervision sur cet entrepôt. Il y a toujours fichier Excel. La cinquième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas impliquer les équipes métiers dans les projets de digitalisation. Pourquoi? C'est parce que les équipes, elles permettent d'identifier des points de douleur et des besoins métiers. C'est eux qui sont vraiment sur le terrain et qui vont voir toutes les difficultés qu'ils ont dans leur quotidien et tout ce qui pourrait être automatisé et simplifié. Donc ça va vraiment vous permettre d'identifier des projets à lancer. Le deuxième point, c'est qu'ils connaissent parfaitement les tâches manuelles qu'ils réalisent et aussi toutes les subtilités. Toutes les petites choses qui font que si on ne les implique pas, lorsqu'on va réaliser l'automatisation du job, on aura forcément des oublis et des points qui feront que le job ne fonctionnera pas bien. Le troisième point, c'est à ne pas négliger, c'est quand même automatiser des tâches, rajouter des outils numériques. C'est une conduite du changement. Et la conduite du changement, elle doit être faite en douceur et en impliquant les équipes pour que les outils soient vraiment utilisés et qu'il y ait une vraie adhésion derrière. Pour ce faire, souvent, on réalise des ateliers avec les utilisateurs finaux pour justement, grâce à cet atelier, que les produits soient développés par eux et pour eux et qu'il y ait vraiment l'assurance que le produit répondra à leurs besoins sur le terrain. Le dernier point, c'est que ça permet également d'acculturer ces équipes à la stratégie data d'entreprise. C'est très important de définir une gouvernance de la donnée, comment est-ce que les données sont utilisées, pour quel but, quels sont les objectifs à plusieurs années. Ça permet d'éviter les écarts, vraiment de faire cette acculturation, éviter de se retrouver avec beaucoup trop de fichiers Excel qui deviennent trop importants dans l'entreprise. Et si ces fichiers sont perdus ou qu'une macro est cassée, on n'arrive pas à réaliser les tâches en fin de mois. Donc c'est vraiment important de les acculturer sur ces différents points et ça permet également d'identifier de nouveaux projets. Pour revenir sur les objectifs de cet accompagnement data et de cette stratégie de gouvernance, ce qui est important, c'est de définir cette stratégie. Donc, nous, à Milton, on accompagne les différentes entreprises sur le fait d'analyser déjà, comme on l'a dit, avec une cartographie, ce qui est déjà en place, quel est aujourd'hui le niveau de maturité
autour de la donnée. Est-ce que la donnée est bien stockée? Est-ce qu'elle est en quantité suffisante? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est accessible? Et ensuite, on va définir une stratégie de gouvernance avec une stratégie, donc, ce qu'on appelle MDM, donc Master Data Management, et toute la partie Business Activity Monitoring pour vraiment s'assurer que toutes les données seront accessibles et que ça permet à l'entreprise d'avoir des actions prendre des actions qui sont basées sur les données. Et pour ça, il faut avoir confiance en elles. Donc les données, elles doivent être, comme je disais, accessibles, elles doivent être nettoyées, elles doivent être consolidées. Souvent, je prends l'exemple d'un gestionnaire de stock e-commerce qui doit prendre une décision, est-ce qu'il fait un réassort de produits? Si sur son tableau de bord, la donnée qui est présente pour un article n'est pas bonne ou n'est pas mise à jour en direct, mais est mise à jour seulement le lendemain, il n'aura pas toutes les cartes en main pour pouvoir prendre la décision de faire un réassort sur ce produit ou non. Encore pire, si on peut aller même plus loin, on peut mettre en place des automatisations et lui suggérer automatiquement de racheter ce produit parce que les années précédentes, les mois précédents, il y a eu un pic à telle période, quelle que soit la raison, et ça va lui permettre d'avoir plus d'informations pour prendre sa décision. Toute cette stratégie data, elle permet d'automatiser des tâches qui sont chronophages, qui sont récurrentes et qui sont source d'erreurs parce qu'on va utiliser les données de manière manuelle, on va faire des tableaux croisés sur Excel, on va faire des copier-coller avec toutes les erreurs qu'on peut avoir. Ces tâches qui sont forcément pas marrantes, qui sont à faible valeur ajoutée et on voit quand on accompagne nos clients sur le fait d'automatiser des tâches, les employés sont beaucoup plus contents parce qu'ils vont pouvoir passer leur temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée et ça se passe vachement mieux. L'autre point, c'est que analyser ces données, ça permet de simplifier les prises de décision. Comme je disais juste avant, le fait d'avoir des données de qualité, on est beaucoup plus sûr des décisions qu'on va pouvoir prendre parce qu'on a confiance dans ces datas. Et le dernier point, c'est qu'on peut profiter aussi des possibilités de l'intelligence artificielle. Alors, si vous avez suivi les conférences d'hier à Digital Habitat, vous avez vu tout le champ des possibles derrière l'IA. L'IA, c'est souvent compliqué à mettre en place dans les entreprises parce que souvent la qualité de données n'est pas forcément au rendez-vous. Pour pouvoir faire tourner des modèles, les entraîner et avoir des résultats qui sont très fiables et avec un ROI assez intéressant, il faut une quantité de données assez importante et surtout, il faut que la donnée elle soit de qualité. Ça permet également d'opérer sa transformation numérique. On l'a vu sur le bus de données, une fois qu'il est en place, en fait, la totalité des données est accessible. Donc, c'est très facile pour une entreprise de pouvoir rajouter des produits complémentaires. Par exemple, on accompagne un bailleur social du côté de Nice avec le développement d'une application mobile à destination des gardiens. Cette application mobile, elle permet de retrouver toutes les informations de l'entreprise, les alertes qu'ils peuvent avoir. Le gardien va également retrouver son compteur de congé. Il va pouvoir faire des déclarations d'arrêt maladie et il va pouvoir également remplir des tâches, par exemple des tâches d'intervention dans un immeuble. Pour réaliser ces tâches, il va devoir sélectionner l'immeuble, il va devoir sélectionner le type de tâche, prendre une photo, mettre un commentaire. Pour pouvoir le faire sur l'application mobile, il doit recevoir des informations. Et ces informations, elles sont stockées à plusieurs endroits. Elles sont stockées sur ICOS, elles sont stockées sur un outil GMAO ou sur d'autres ERP. Et une fois qu'il a réalisé sa tâche, toutes les informations, elles doivent remonter également sur les différentes applications. Donc, bien sûr, le RP, que ce soit ICOS, Ulysse, PIH ou d'autres, mais aussi aux outils de facturation si c'est une intervention qui était payante. Au final, sur ce projet, développer l'application mobile, c'est pas très compliqué, parce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent d'aller très vite. On fait un design qui est très user-friendly. Les gardiens n'auront pas besoin de formation parce que ce sera très facile à prendre en main. Par contre, la vraie complexité de ce projet, c'est de récupérer l'information sur toutes les différentes applications, les faire redescendre sur l'application mobile et ensuite remonter les actions qui ont été faites. Donc, Hamilton, on propose une méthodologie justement pour accompagner nos clients. Déjà, c'est de commencer par la cartographie du SI et la mise en place d'une gouvernance autour des données avec un ensemble de règles. Donc, c'est un ensemble de documentation que nos clients peuvent ensuite envoyer à leurs prestataires, que ce soit des prestataires existants ou lors d'une consultation, pour leur dire, attention, si vous venez avec un nouvel outil et que vous devez vous connecter aux applications, vous devez vous conformer à cette documentation, vous connecter au bus, vos applications doivent distribuer la donnée via des API, voilà les règles de connexion et toutes ces parties. Le deuxième point, c'est d'acculturer ces équipes à la gestion des datas. Ça, on l'a dit, c'était extrêmement important. Troisième, c'est d'interconnecter les applications avec le bus.
bien sûr de manière supervisée, de créer un entrepôt dédié aux data, pour une exploitation BI ou intelligence artificielle et enfin, ça va être de créer des jobs métiers supervisés, analyser, ces données dans des dashboards et lancer un projet d'IA, des apps mobiles, heu, des back office et plein de produits complémentaires qui vont simplifier la vie de l'entreprise. Alors c'est bien beau dans une présentation, mais dans la vraie vie, est-ce que c'est possible? Alors oui, on a justement fait cet accompagnement, avec, un de nos, clients, sur Lyon, donc S-Métropole Habitat, qui avait ces mêmes problématiques, alors ça a commencé il y a quelques années, hein, ça a commencé en 2019, qui était au tout début de, sa stratégie de digitalisation des métiers. Donc ils sont partis sur une stratégie donc master data management avec une volonté de centraliser, les données, qui sont dans l'entreprise. Donc, ils sont sur l'ERP, ICOS. Donc on a mis en place Talend ESB, qui à l'époque était encore dans la version communautaire assez accessible. Depuis le rachat de Click, c'est un peu plus compliqué. On a interconnecté toutes les applications de MH avec ce bus et on a pu mettre en place des automatisations de processus d'entreprise comme la relance impayée, la facturation, le quittancement, le pré-quittancement, l'état daté, les appels de fonds de charge. Ça a permis à S-Métropole Habitat de lancer la transformation digitale, de pouvoir développer des applications métiers qui se connectaient directement au bus pour récupérer la donnée et en remonter. Et ça leur a permis également d'accélérer sur la partie dashboard et analyse de données. Comme on peut le voir, on a un très joli dashboard Power BI qui permet de suivre l'évolution de la vacance locative par type de lot. On peut voir ce que ça donne, un schéma, d'un SI, une fois que la cartographie était bien faite. Alors c'est un schéma, très résumé, hein, après on rentre beaucoup plus dans le détail, mais on voit vraiment au milieu l'ETL ESB, avec toutes les parties, techniques qui vont se connecter, aux fournisseurs, d'eau, par exemple. On récupère les informations, de Veolia pour voir la consommation qui a été faite. On va voir les informations des banques, hein, donc ils déposent tous les paiements qui ont été faits sur un dossier SFTP avec un CSV, on vient récupérer les données et voir quel client a payé quel montant. On se connecte bien évidemment à ICOS pour récupérer de la donnée et en faire remonter. Et après, on voit les différents outils qui sont utilisés par EMH autour du bus. Voilà pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Je sais s'il y a des questions sur le chat. Non. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de question. Peut-être demander les connecteurs, etc. Sur la partie connecteur, en effet, c'est vrai que là, on a présenté des connecteurs pour la partie compteur d'eau. On peut imaginer des connecteurs avec tout type d'application, tout type de RP. On a vraiment cette expertise sur le pôle data Hamilton. Une application qui va communiquer naturellement, bon, c'est extrêmement simple de venir la connecter, mais même des applications qui ne sont pas naturellement faites pour distribuer de la donnée, on va toujours trouver un moyen, on va passer par la fenêtre si on veut passer directement par la porte. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des fichiers directement CSV. Ça peut être des bases sur des technologies assez anciennes. On arrivera toujours à trouver un moyen de récupérer la donnée. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter chez Hamilton. Contactez-nous sur LinkedIn, envoyez-nous un mail, allez directement sur le site web où vous allez retrouver toutes nos références et une rubrique contacts. Et on se tient à disposition pour répondre à vos questions et potentiellement parler de vos éventuels projets. Donc voilà, merci à tous. Excellente journée et à très vite.